Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le grand dossier consacré ce soir à Vladimir Poutine. Est-il inarrêtable, loin du cessez-le-feu demandé par les Occidentaux? Pour l'instant, en tout cas, les Russes avancent à grands pas avec de nouvelles cibles. Ils visent désormais les centres de recrutement ukrainiens et la région de Dnipro. Nous verrons pourquoi avec nos envoyés spéciaux et nos invités. Ce qui se dessine de plus en plus, c'est donc une guerre longue. C'est dans l'intérêt de Vladimir Poutine sur le front intérieur. Et la Russie peut faire face avec un armement colossal. Elle produit 3 fois plus de munitions en 3 mois que l'ensemble de l'OTAN en un an. Le régime s'appuie sur cette économie de guerre. Avec autant d'atouts dans sa manche, le chef du Kremlin peut agir à sa guise, indépendamment de toutes les injonctions à trouver une issue et indépendamment de toutes les rodomontades de Donald Trump qui voulait en finir, on le rappelle, en moins de 3 mois. C'est raté. Poussé en Ukraine, jusqu'où ira Poutine? Écoutez. Plus les Occidentaux poursuivront la politique qu'ils mènent à l'égard de la Russie, pire ce sera pour eux. Voilà pour cette poussée des Russes en Ukraine. On en parle avec autour de la table Magali Barthès. Bonsoir Magali. Bonsoir. Notre éditorialiste international SI à vos côtés, Guillaume Roquette. Bonsoir à vous. Bonsoir. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine, et le colonel Michel Goya. Bonsoir, bienvenue. Consultant militaire LCI. Alors on a le sentiment, comme souvent, que l'Occident s'énerve dans le vide. On réécoutera un peu plus tard le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qu'on a entendu il y a quelques instants et qui réclame toujours à corps et à cri ce fameux cessez-le-feu. En tout cas, pour l'instant sans succès, puisque sur le terrain, l'armée russe continue de pousser avec une énergie décuplée, semble-t-il, ces dernières semaines. Depuis plusieurs jours, les troupes russes attaquent des centres de recrutement de l'armée ukrainienne. C'était encore le cas tôt ce matin. Vous voyez ici ces images à Kharkiv. C'était aussi le cas à Zaporijjia. Des frappes qui interviennent alors que l'armée ukrainienne peine à recruter et à attirer de nouveaux soldats après plus de 3 ans d'invasion russe. La semaine dernière, 3 sites ont été touchés, dont celui de Poltava, que vous allez découvrir sur ces images. On va retrouver nos envoyés spéciaux en Ukraine, Marianne Kotonov et Éric Josset. Bonsoir à vous, Marianne. Les Russes frappent de plus en plus et ils frappent là où ça fait mal, bien sûr, notamment quand l'Ukraine peine à recruter de nouveaux soldats. Oui, et là c'est une stratégie claire. Ça a commencé le 30 juin avec le centre de recrutement de Kryvyi. Ils ont enchaîné le 3 juillet avec celui de Poltava. Et puis hier, c'était Kremenchuk. Aujourd'hui, 2 autres centres de recrutement, Zaporijjia et Kharkiv. Donc on le voit, c'est une stratégie claire. Pourtant, ces centres de recrutement, il faut bien le dire, ce sont des centres hyper protégés qui sont très souvent logés dans des abris. Et pour y entrer, il faut vraiment montrer patte blanche. Il y a des détecteurs de métaux. Et c'est pourtant ces centres qui sont visés parce que bien sûr, actuellement c'est un centre névralgique, c'est là où les nouvelles recrues viennent s'enregistrer et c'est vrai que sans nouvelles recrues, l'Ukraine va avoir du mal à poursuivre cette guerre, déjà qu'ils ont beaucoup de mal à recruter, donc ça met un coup au moral bien sûr des nouvelles recrues et puis ça demande à toute l'organisation ukrainienne de se réinventer. Les centres de recrutement ont été redistribués, ils ont eu de nouvelles localisations, mais là encore, bien sûr, ils ne savent pas si ça va pouvoir durer longtemps parce que là, c'est quand même 5 centres en moins d'une semaine qui ont été frappés. Merci beaucoup, Marianne, pour vos précisions depuis l'Ukraine. Colonel Michel Goya, on voit l'intention, c'est de faire mal et de frapper aussi le moral des troupes. Oui, bien sûr. Alors, ça s'inscrit dans la stratégie générale russe, qui est une stratégie de pression permanente partout, qui s'exerce avec 2 instruments privilégiés. Donc, ce sont les frappes en profondeur, maintenant essentiellement par drone, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des missiles balistiques, des missiles de croisière qui tombent aussi, qui font mal. Mais maintenant, surtout, la grande nouveauté, c'est qu'ils sont capables d'envoyer des centaines de drones par jour.
par jour sur l'ensemble de l'Ukraine, donc ça met une pression permanente sur une bonne partie du territoire. Et puis la deuxième méthode, on en reparlera, mais c'est le grignotage sur le front. C'est aussi une forme de pression permanente. Et l'idée étant que, au bout d'un moment, au mieux, on arrive à un effondrement de l'Ukraine, qui soit son moral, soit ses troupes s'effondrent, et puis on aboutit à une capitulation. Au pire, on peut continuer comme ça du côté russe, et puis en disant, on avance. De toute façon, la tendance est de l'autre côté. Alors c'est une petite tendance, c'est tout petit, mais c'est de notre côté. Donc voilà, ça c'est la stratégie générale. Et après, dans cette stratégie générale de frappe, notamment dans l'intérieur, on frappe là maintenant les centres de recrutement. Donc ce sont des cibles, je dirais, légitimes en termes militaires. Les centres de recrutement, il y en a un par province, normalement. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'aient pas été plus protégés que ça, qu'ils n'ont pas été décentralisés, qu'ils ne sont pas... qui puissent constituer encore des cibles, des frappes. Je termine là-dessus. Ils sont aussi frappables, je dirais, parce que justement, il y a aussi cette campagne de frappe, elle augmente, que le pourcentage d'interception de la part de la défense ukrainienne, qui est vraiment, qui commence à être vraiment à la peine, commence à dépasser, à être un peu saturé. Donc concrètement, il y a de plus en plus de projectiles qui passent, qui tombent, et donc ça permet aux Russes peut-être d'élargir aussi le champ de leur ciblage. Magali, Volodymyr Zelensky disait qu'il recrutait à peu près 26 000 hommes par mois, quand la Russie en recrute 45 000. Quand en plus les Russes frappent sur ces centres de recrutement, ça donne ce que disait Michel Goya à l'instant, c'est un affaiblissement avec visée d'effondrement de l'armée ukrainienne. Parce que ça désorganise en plus. C'est vrai que ça désorganise tout le recrutement. Il y a une volonté d'intimider aussi ceux qui chercheraient à s'engager. Et c'est vrai que pour l'Ukraine, qui en ce moment a les Américains qui annoncent la suspension d'un certain nombre de livraisons d'armes et un besoin sur le front d'hommes, parce qu'en effet, les pertes sont lourdes et il y a une telle pression sur le front de côté russe qu'il faut des hommes aussi pour défendre. Évidemment, l'Ukraine est dans une situation compliquée. Et puis en face, la Russie, elle s'organise. Il y a quand même, au niveau des effectifs, 15% d'effectifs de plus dans l'armée russe aujourd'hui par rapport au début de la guerre. Et en Ukraine, on a du mal à mettre assez de soldats sur le front. On a du mal à organiser les relèves. Les soldats restent plusieurs mois, très longtemps, sans relève. Donc il y a une fatigue. Il y a une fatigue de l'opinion, il y a une fatigue des soldats sur le front. Et évidemment, Vladimir Poutine est en train d'essayer d'en profiter pour pousser son avantage. Et pour créer encore plus de déséquilibre. En tout cas, ce déséquilibre est de plus en plus flagrant, Guillaume Roquet. Oui, il est flagrant et il risque d'être durable. Il y a presque une dimension symbolique dans ces frappes des Russes, un message envoyé aux Ukrainiens. Parce que ces centres de recrutement, ce ne sont pas directement des lieux où l'armée est opérationnelle, parce qu'il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de pouvoir envoyer sur le front ces nouvelles recrues. Et donc on sape avant même la base, en fait. Exactement, les Russes disent, nous on est là pour longtemps. Et même, non seulement nous frappons vos soldats d'aujourd'hui, non seulement nous frappons des cibles civiles, on l'a vu avec les bombardements massifs sur Kiev la semaine dernière, mais nous frappons aussi les soldats de demain. Ce qui veut dire, nous avons le temps pour nous. On a souvent parlé de la profondeur stratégique de la Russie à cause de sa taille immense. Et là, il y a aussi cette profondeur dans le temps que veut marquer Vladimir Poutine. Ça ressemble à quoi un centre de recrutement, Michel Goya ? C'est d'abord un centre administratif. Il faut rappeler que, en réalité, ce sont des conscrits pour la plupart. C'est-à-dire que chaque province, en réalité, reçoit tous les mois un quota de personnes à incorporer. Et au total, ça doit faire, effectivement, en fonction des besoins de l'armée, ça représente à peu près 20 25 000. Oui, par mois, c'est ça. Par mois. Donc il y a des gens qui vont individuellement renforcer des unités qui sont sur le front ou qui vont permettre de constituer de nouvelles unités. Donc c'est essentiellement quelque chose d'administratif. Donc ils sont là, ils disent, on a la liste des mobilisables et puis on appelle ceux qui sont mobilisables. Alors ça pose des tas de problèmes, ça fonctionne pas forcément très bien. Il faut rappeler que Volodymyr Zelensky a quand même viré déjà tous les responsables de ces centres pour les renouveler tellement le système était corrompu. Et puis donc vous avez, ils prennent des noms, puis ils appellent les gens, et ils appellent la mobilisation. Plus, il y a quand même toujours des volontaires qui viennent et qui choisissent leur affectation. Donc ça c'est la première étape. Et puis après il y a les étapes de formation. On les garde combien de temps à peu près, les nouveaux arrivants ? Alors,
les nouveaux arrivants, alors normalement, ils ont 1 mois de formation, puis 2 mois de formation un peu plus complémentaire, puis maintenant, et c'est un peu nouveau, et c'est tout à fait logique, parce qu'envoyer directement des soldats sur la ligne de front, c'est toujours une catastrophe. Donc maintenant, il y a une phase d'apprentissage, un peu d'accoutumance, avant d'aller directement dans les unités de combat. Mais le gros problème, en réalité, d'effectifs, c'est un problème c'est de l'infanterie. C'est-à-dire concrètement, 70% des pertes de l'armée ukrainienne, ce sont des fantassins. Voilà, ce sont les gens qui tiennent le front. Ce sont ceux qui vont en première ligne. Ceux qui sont en première ligne, qui tiennent le front ou qui tiennent les tranchées. C'est un peu la chair à canon, là, enfin, pour parler terriblement. Mais ce mot, en tant que soldat, j'aime pas tellement. Bien sûr, mais mais c'est les combattants rapprochés, c'est ceux qui sont en première ligne, donc c'est eux qui ramassent le plus. Il y a 70-80% de pertes, c'est eux, donc il faut les remplacer. Et en gros, le gros problème majeur de l'armée ukrainienne, c'est qu'il lui manque entre 50 000 et 80 000 fantassins, tout simplement. Là où les Russes, eux, ont réussi à reconstituer une infanterie qui est nombreuse, qui a des pertes très importantes, mais qui est suffisamment nombreuse maintenant pour pouvoir avancer sur le terrain, là où les Ukrainiens n'ont plus de capacité offensive. Oui, il y a cette lassitude, cette fatigue que vous évoquiez, et puis cette crainte visiblement d'aller dans ces centres de recrutement maintenant qu'ils sont frappés par les Russes. Donc c'est déjà que certains craignaient de s'engager. Il y a déjà beaucoup de désertion aussi en Ukraine, et il faut le savoir. Donc c'est sûr que ça ne va pas, ça va pas favoriser le recrutement. Il y a eu beaucoup de débats en Ukraine aussi sur l'âge de la mobilisation, parce que Volodymyr Zelensky voulait pas que les plus jeunes s'engagent, parce qu'évidemment c'est la force aussi de l'Ukraine de demain. Oui, c'est la relève. L'âge a été mis à 25 ans, mais ça a provoqué énormément de débats avec des femmes, des mères de soldats qui disaient il n'y a pas assez de relève. Cette question de la relève, elle a été aussi, est aussi centrale. Mais c'est sûr que de déstabiliser comme ça le recrutement, de le désorganiser, ça va avoir des impacts sur le recrutement lui-même. C'est vraiment là-dessus que joue la Russie. Donc non seulement il n'y a pas beaucoup de fantassins, mais ces fantassins, ils ont 43 ans de moyenne. C'est ça, l'âge est extrêmement élevé. Oui, bien sûr. Ce qui montre qu'on peut toujours se battre correctement quand on est plus ancien. Pas besoin d'être un athlète sportif. Oui, mais néanmoins, ça manque aussi que ça montre que la jeunesse se manque cruellement. Oui, bien sûr, oui. Et donc tout ça, ça donne une nette avancée des Russes sur le terrain. Ils avancent à un rythme très soutenu. Guillaume Roquette, on avait vu une période d'avancée très forte, septembre, octobre, novembre, et puis une pause, on va dire, pendant la période de l'hiver. Et là, ça repart. C'est vraiment l'expression même de ce déséquilibre que vous évoquiez tout à l'heure. Alors effectivement, après la grande offensive d'octobre-novembre dernier, le front s'était stabilisé et les Russes n'arrivaient plus à avancer. Leur reprise de terrain est aujourd'hui sensible, mais pour autant, c'est pas considérable. C'est-à-dire que là, mais même sur les chiffres qu'on voit à l'écran, c'est 500 km² à peu près par mois. C'est très peu à l'échelle de l'Ukraine, dont je rappelle que c'est le plus grand pays d'Europe. Oui. Et les Russes ont du mal, et ça se fait au prix de très grandes pertes. Donc, et puis, ils n'arrivent pas forcément à consolider les zones où ils arrivent à percer. Oui, c'est un peu le paradoxe. On a le sentiment d'une grande avancée, mais c'est du grignotage. Mais non, on peut pas. Enfin, je pense pas qu'on puisse parler de grande avancée en ce moment. On a une volonté d'avancer du côté russe, mais ça reste du grignotage. Alors qui à certains moments s'accélère un petit peu, mais ils n'ont pas percé. Ils ne sont pas. Pour le moment, les lignes de défense ukrainiennes, elles tiennent. Mais il est certain que la pression, elle est maximale sur les 1200 km de front, et que les Russes testent où ils pourraient justement essayer de passer. Et c'est ce qui se passe peut-être un peu au sud de Pokrovsk. Et oui, justement. Ils ont pied dans l'oblast, manifestement, de Dnipro. En tous les cas, c'est ce que les Russes disent. Oui, ça a l'air d'être le nouvel objectif. Dnipro, pourquoi les Russes poussent-ils vers cette direction? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous, colonel Michel Goya. On va aller au tableau tous les deux avec d'abord cette carte que vous allez nous expliquer. On va parler de Dachny, de ce petit village, mais d'abord Dnipro, pourquoi dans cette direction? Effectivement, Dachny, c'est un tout petit village, c'est minuscule, c'est pas une grande victoire, mais c'est symbolique pour les Russes dans la mesure où ils ont mis le pied
dans la province de Dnipro. Donc ils peuvent se vanter d'avoir mis le pied dans une nouvelle province ukrainienne. Encore une fois, c'est tout à fait minuscule ce qu'ils ont fait. Mais ça veut dire très concrètement que au moins ils ont coupé en deux géographiquement. Là, vous avez la province de Donetsk, les deux parties de la province de Donetsk qui sont encore tenues par les Ukrainiens. Ça touche d'ailleurs au passage, il n'y a pas que la province de Donetsk, mais il y a la province de Zaporizhzhia, c'est à la limite des zones, des trois provinces. Ça leur permet, d'ouvrir. C'est une méthode, on appelle ça du flowing aussi, du torrent, c'est-à-dire qu'on avance petit à petit, puis après, on avance partout. Alors c'est plus une marée qu'un torrent, donc on avance partout où c'est relativement possible, et puis après on voit par où on peut avancer. Mais c'est quoi l'idée de Dnipro? Pourquoi? Alors Dnipro c'est loin, attention. Mais il y a une centaine de kilomètres? Oui, à peu près. Donc au rythme des opérations en Ukraine, c'est très très loin Dnipro en réalité. On a vu les chiffres tout à l'heure. En réalité, les Russes, ils arrivent à conquérir 1/10 de département français par mois. Donc c'est minuscule, mais ils avancent, ils font des pertes aux Ukrainiens, ils affectent un peu le moral, et donc ils avancent toujours. Dnipro, oui, alors ça serait un objectif extraordinaire, mais c'est pas, je pense que c'est une grande ville, Dnipro sur le Dniepr, mais c'est très loin. Leur objectif immédiat, c'est Pokrovsk, qui est au nord de Dachnoye, et plus haut encore dans la province de Donetsk, c'est toute la conurbation qui va de Sloviansk à Konstantinivka, en passant par Kramatorsk, et qui est l'objectif ultime, en réalité, de l'offensive russe. Alors on peut peut-être avancer sur les cartes, regarder la carte suivante avec donc on rappelle, vous le disiez, mais c'est important, c'est purement symbolique parce que c'est vraiment, on est en race campagne. Oui, vous avez des soldats russes qui ont mis le pied dans la province de Dnipro, c'est ça que ça veut dire. Donc on peut dire, on a quasiment, du côté russe, on se vante d'avoir quasiment envahi la province de Dnipro. Même s'il y a une grande guerre de communication entre les deux, parce que les Ukrainiens disent non. Mais on a ces images quand même là de. Oui, alors là c'est intéressant parce qu'on voit concrètement ce qui se passe. On parle d'assaut, on dit tel endroit, les Russes ont fait des dizaines d'assauts, etc. Mais un assaut, en réalité, c'est tout petit. Vous avez, sur la carte, en réalité, ça va être la région de la 2e armée russe. Cette 2e armée, elle est là depuis 2 ans. Elle est inscrite dans ce territoire et elle envoie des bataillons en première ligne, puis ces bataillons envoient des compagnies, puis ces compagnies envoient des sections de dizaines, 20, 30 hommes grand maximum qui progressent. Leur menace principale, quand ils avancent comme ça, ce sont les drones. Vous voyez, on voit un grand vide en réalité. Mais c'est comme ça partout sur le front. Et donc, ils avancent petit à petit, ils font surtout face aux drones, ils essaient d'avancer autant qu'ils peuvent, en réalité. Quand ils peuvent plus, quand ils ont trop de pertes, ils s'arrêtent. Ils sont relevés le lendemain par une autre section qui va refaire exactement la même chose, et ainsi de suite. Avec l'avantage de ces vagues successives, parce que l'avantage arrive encore à recruter. Exactement. Avec l'avantage du nombre, vous pouvez continuer à faire ça, faire des rotations. Une fois que les gens sont secs, sont épuisés, vous les relevez, vous envoyez se reposer à l'arrière. Alors qu'en face, les Ukrainiens, non, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui subissent la pression. Ils ont beaucoup moins de capacité à se relever. Et vous voyez, c'est vraiment vide. L'espace de bataille, il est vide, vu du ciel. C'est des petits groupes d'hommes qui se battent surtout en réalité contre des drones. Ce qu'on voit, donc on voit les hommes, mais on voit aussi les images. Les images sont prises par drone. Exactement. Alors dernière carte, on va voir l'objectif de Vladimir Poutine, qui rêve d'avoir 100% de ses territoires. Alors, il n'y a que Louhansk où il a obtenu 100% pour l'instant. Mais l'idée, est-ce que c'est pas de constituer une zone tampon entre les territoires où il est implanté et les forces ukrainiennes? Ce serait ça. Ça pourrait être l'idée ou pas? Alors c'est plutôt le long de la frontière russe en réalité. Mais il y a cette idée, affichée, de conquérir complètement les 4 territoires que je rappelle qui officiellement, pour les Russes, font partie de la Fédération russe. Dans leur discours, ils sont en train de libérer ces provinces, ce qui est évidemment absurde. Mais dans leur esprit, il faut libérer. Dans les faits, donc ça va très lentement, on l'a dit, mais ça avance malgré tout. Leur objectif immédiat, le Dachnoye, ça doit être à peu près par ici. Donc leur objectif immédiat, on l'a dit, c'est peut-être Pokrovsk et Kramatorsk, on va dire, toute la conurbation. Là, ils auront conquis quasiment au moins le Donbass.
Donbass, c'est déjà un objectif stratégique. Après, pour le reste, c'est compliqué. Ne serait-ce que, je termine là-dessus, mais par exemple, Kherson, il faudra franchir le Dniepr. Et là, c'est une autre paire de manches. C'est pas fait. Donc là, on est sur un combat de pression extrêmement lent, où au moins les Russes, très clairement, ont concentré leur effort sur cette province de Donetsk. Merci beaucoup, colonel Michel Goya. Une guerre lente, une guerre longue, mais c'est Magali ce qu'a l'air de viser Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'après les objectifs qui étaient de prendre très vite Kiev et qui ont raté, là maintenant en effet on s'installe dans la durée avec des Russes qui progressent doucement mais sûrement, qui ont pris pied aussi plus au nord dans la région de Soumy, qui maintenant commence à dépasser ses limites administratives de l'oblast pour aller un peu plus loin. Donc en effet oui, il y a un grignotage psychologiquement. En tous les cas, vous parliez de guerre de communication, les Russes vraiment martèlent en effet qu'ils ont franchi cette limite de l'oblast et qu'ils sont rentrés dans Dnipro, ce que démentent à l'heure actuelle encore les Ukrainiens. Les Ukrainiens parlent, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit sur les images, de combat dans cette oblast. Ça fait déjà depuis la mi-juin que ça dure, ces combats à cet endroit-là, mais les Russes disent ça y est, on est rentré, parce que psychologiquement quand même, cette région de Dnipro, c'était une région où les réfugiés, enfin les déplacés de la première ligne du front allaient se réfugier. C'est une région extrêmement industrielle aussi, qui pour le moment n'avait pas de combat, qui était visé par les bombardements très régulièrement, mais qui n'avait pas de combat comme ça sur son sol. Alors, dans un instant, on va voir à quel point Vladimir Poutine est prêt à entretenir ce conflit sans fin. C'est sur la guerre que repose l'économie russe. Et puis, on parlera aussi de ce ministre des Transports tombé en disgrâce et dont on a appris la mort aujourd'hui. Il s'agirait d'un suicide. À tout de suite. Merci de nous rejoindre dans le grand dossier. Vladimir Poutine, plus que jamais prêt à une guerre longue. Il l'a redit hier lors du forum Tout pour la victoire. On en parle dans un instant avec toujours autour de la table Magali Barthès, Guillaume Roquette, le colonel Michel Goya et Sylvie Bermann qui nous a rejoint. Bonsoir, bienvenue à vous. Ancienne diplomate aux États-Unis, ancienne ambassadeur de France en Russie. Mais d'abord les principaux titres de l'actualité. Cette information qui vient de nous parvenir selon des sources parlementaires à l'AFP et confirmée par le service politique de TF1 et LCI. Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loire, ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, a mis fin à ses jours. Il avait 54 ans, il avait été élu député en 2012. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, salue en Olivier Marleix un collaborateur précieux, un soutien fidèle. La France, dit Nicolas Sarkozy, perd un serviteur exemplaire. Des peines de prison avec sursis pour l'ex-adjoint au maire de Marseille en charge du logement, de la prison ferme pour certains copropriétaires. Le tribunal de Marseille a rendu son jugement au procès des effondrements de la rue d'Aubagne. En tout, 16 prévenus étaient jugés dans ce drame qui a fait 8 morts à Marseille. C'était en 2018. Et puis l'actualité internationale marquée par la rencontre à Washington entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou ce soir afin de discuter du nouvel accord de cessez-le-feu à Gaza. Donald Trump dit espérer un accord cette semaine entre Israël et le Hamas. Le Premier ministre israélien reste quant à lui déterminé à ramener les derniers otages détenus par le Hamas. Voilà pour cette rencontre attendue ce soir. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine continue de mener la guerre, j'allais dire presque comme il le souhaite. Démonstration de force pas plus tard qu'hier au cours d'une manifestation, d'un forum Tout pour la victoire. Il a passé en revue toutes les armes à disposition pour son armée. Écoutez. Au cours de ces 3 dernières années, des millions de nos concitoyens ont participé à la campagne Tout pour la victoire, notamment de grandes entreprises, des petites entreprises, des entrepreneurs individuels et de nombreux collectifs de travail. Au total, 54,5 milliards de roubles provenant des deniers publics ont été collectés précisément pour financer, entre autres, l'opération militaire spéciale. Sylvie Bermann, quand on entend Vladimir Poutine, on a l'impression d'une énorme machine de guerre qui continue de déferler. On aurait pu imaginer que les sanctions, on y reviendra peut-être, mais on en est au 18e ou 19e train, les sanctions économiques auraient pesé. Si on écoute Vladimir Poutine, ce n'est absolument pas le cas.
Non, en fait, Vladimir Poutine s'était préparé à des sanctions et il considère que la Russie peut vivre avec ces sanctions qui ont été progressives et qui effectivement ont affecté, par exemple, le secteur de l'aviation civile, beaucoup moins celui qui concernait l'effort de guerre, pour une raison assez simple, c'est que dès que vous avez un système de sanctions qui ne sont pas des sanctions universelles, c'est des sanctions unilatérales américaines ou européennes, vous avez un système de détournement des sanctions, et soit par les pays du Golfe, par la Turquie, par les pays voisins de l'ancienne Union soviétique, et avec du matériel dual par la Chine. Bon, par ailleurs, le pétrole et le gaz ont été achetés par les Chinois, les Indiens, qui l'ont revendu d'ailleurs plus cher aux Européens. Donc effectivement, il peut vivre avec les sanctions. Il a aussi réorganisé l'appareil de guerre et de façon absolument impressionnante. Ça veut dire que désormais, l'économie russe, c'est une économie de guerre et c'est ça qui la nourrit ? Ce qui frappe en tous les cas, c'est l'extrême sérénité que Poutine veut afficher. Là, ces derniers temps, dans toutes les apparitions publiques, en effet, il affiche sa détermination et sa certitude que ça y est, que l'opération militaire va aboutir. Rappelez-vous, il y a quelques jours, il devait appeler Donald Trump et il en rigolait lui-même en disant je peux pas le faire patienter. Il va encore aller. Donc il y a vraiment une volonté de mettre en avant le fait qu'il aurait pris l'ascendant justement sur l'Ukraine et sur des Occidentaux divisés. Alors c'est vrai que la machine de guerre et l'industrie de guerre, elle fonctionne à plein régime, que Vladimir Poutine arrive à avoir suffisamment d'armes, de blindés, de missiles. Après, il y a aussi certains signes d'essoufflement. Il y a notamment le ministre du Développement économique qui disait mi-juin que le pays craignait une récession. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ce qu'on voit là à l'écran, cette machine de guerre, il faut des sommes astronomiques pour l'alimenter, pour payer aussi les primes des soldats qui s'engagent sur le front. Donc tout ça a un coût, mais tout ça fait que Vladimir Poutine est lancé dans une fuite en avant. En fait, il ne peut plus s'arrêter. Oui, c'est ça, Guillaume Roquette, c'est que s'il n'y a plus la guerre, ça fragilise le pouvoir de Vladimir Poutine, qui a pour l'instant les élites qui sont derrière lui, qui sont complètement dépendantes du Kremlin. Oui, c'est ça, effectivement, la guerre consolide le pouvoir de Poutine. D'abord parce que il y a un réflexe patriotique quand même qui fait que même si l'opposition est bâillonnée en Russie, il y a un grand nombre d'habitants de ce pays qui soutiennent Poutine, qui est sensible au narratif du président sur la lutte contre les nazis ukrainiens et contre l'Occident qui voudrait envahir le pays. Il y a bien sûr tous ceux qui profitent du complexe militaro-industriel et qui donc voient arriver des commandes publiques avec ces milliers de chars, d'obus, de canons qui sont fabriqués. Et puis il y a aussi la diffusion dans la Russie profonde de tout l'argent qui est en quelque sorte amené par la guerre avec un effet de ruissellement, parce que pour réussir à convaincre des Russes d'aller se battre, il y a des salaires qui sont très importants par rapport à ce qu'est le pouvoir d'achat russe. Oui, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans cet article du Monde, parce que c'est pratiquement d'un ascenseur social dont on peut parler grâce à la guerre. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des catégories de personnes qui se sont enrichies, qui consomment d'ailleurs davantage, et c'est finalement des gens qui soutiennent Vladimir Poutine parce qu'ils profitent de cet état de guerre. Et ce qu'on dit en Russie, c'est que le niveau de vie s'améliore, contrairement, c'est un peu contre-intuitif, bien évidemment, puisqu'on parle aussi d'inflation, qu'on commence à parler de risque de récession, mais en 2023-2024, en réalité, l'économie était assez florissante, puisque la Banque mondiale, le FMI, avait classé l'économie russe au 4e rang mondial par parité de pouvoir d'achat. Donc c'est en train effectivement de changer, mais il y a eu des enrichissements de certaines populations, pas de toutes, mais c'est une réalité. En tout cas, des campagnes de ce ruissellement, vous parlez peut-être des populations les plus défavorisées, à qui bénéficie en quelque sorte ce ruissellement qui vient du... Je pense qu'elles en bénéficient doublement. D'abord, effectivement,
par les familles de soldats, et puis aussi parce que il se passe le contraire en Russie de ce qu'on déplore en France, c'est-à-dire la désindustrialisation. Quand un pays se désindustrialise, qu'est-ce qui se passe ? Les centres, les grandes métropoles arrivent à s'en tirer, parce que c'est là qu'il y a les activités de service, l'administration, les hôpitaux, et puis les petites villes meurent. Et en fait, ce complexe militaro-industriel russe, il est relativement étalé dans le pays, et donc il y a des régions qui sont pas forcément très favorisées et qui profitent aussi de cela. Donc il y a le double impact de l'activité économique et du revenu apporté par les soldats. Oui, Michel Goya. Oui, non, mais effectivement, il faut bien comprendre que dans le financement de cette guerre, je pense que rarement ou jamais il n'y a eu autant de parts consacrées au fonctionnement par rapport aux investissements, si vous voulez. Fonctionnement, c'est les salaires, c'est les soldes, etc. Donc il y a une somme considérable de cet effort qui est consacré uniquement à ça. C'est-à-dire les salaires, mais c'est aussi, par exemple, les primes pour les blessés. Vous avez centaines de milliers de blessés qui sont dans la société. C'est les primes aux familles. Donc c'est des sommes qui sont extrêmement importantes. C'est par rapport au reste. Ce qui crée d'ailleurs effectivement une classe nouvelle de vétérans, on va dire, soldats et de vétérans, qui est presque une classe moyenne nouvelle qui se crée. Vous y ajoutez effectivement les acteurs économiques, les entrepreneurs qui bénéficient aussi un peu de cette manne. Cette classe, généralement, politiquement, c'est la classe impliquée, c'est-à-dire c'est des gens qui sont allés au combat ou qui sont touchés de très près par le combat. Et contrairement à ce qu'on imagine, en réalité, ça en fait souvent beaucoup plus des soutiens que des opposants au régime. Le fait d'être ça renforce leur patriotisme. Oui, ça renforce leur patriotisme. Mais quand on a payé très cher pour quelque chose, on pense, on espère que ça valait le coup. Donc on adhère encore plus à la cause. On adhère encore plus à ce pourquoi en réalité votre fils, par exemple, votre mari s'est battu et voire même est tombé. Il ne faut pas que ce soit pour rien et il faut que ce soit une bonne raison. Et donc normalement on soutient. Maintenant, juste un point sur cette économie de guerre. Alors elle a aussi des difficultés, le manque de manœuvre, par exemple. Et c'est une économie de production qui est fondée aussi beaucoup sur les stocks. Il faut bien comprendre ça. C'est par rapport à nous, au moins les Russes avaient des stocks d'équipements, de chars, on va dire, par exemple. Et donc les convois qui produisent beaucoup de chars, en réalité non. Ils prennent des vieux chars qui modernisent. Et en gros, tant qu'ils ont des stocks, ils peuvent continuer à produire. Mais quand les stocks vont s'amenuiser. Et les stocks s'amenuisent en réalité. On ne sait pas très bien. Là, on regarde des photos des parcs de chars, mais ça se réduit énormément. Donc il n'est pas évident qu'on puisse tenir cette cadence en réalité pendant très longtemps. On parlait tout à l'heure de la difficulté pour les Ukrainiens de recruter. C'est pas le cas avec la Russie qui propose pour un nouvel engagé environ 52 000 euros par an, ça équivaut à 4 300 € par mois. C'est, vous voyez, quasiment 6 fois plus que le salaire moyen en Russie. On comprend pourquoi il y a encore du monde dans les rangs de l'armée russe. Absolument, ils n'ont aucun problème de recrutement. Ils recrutaient jusqu'à présent 30 000 hommes par mois. Et donc ce n'est pas effectivement un problème, contrairement à l'Ukraine, comme vous venez de le dire. Et tout ça, c'est la leçon de l'Afghanistan. Parce que moi, j'étais en poste à Moscou du temps de l'Afghanistan, justement. Il y a eu les révoltes des mères de soldats, des manifestations. Et ce qui fait que dès le début, Vladimir Poutine a décidé d'accorder des sommes très importantes aux familles pour éviter qu'elles ne se plaignent. Donc, ils misent tout sur la mobilisation volontaire. Hein. C'est hors de question de forcer. Pas des conscrits, c'est ça. C'est toute la différence. Ça. Oui, tout à fait. Alors que ça avait été... c'est pour ça, d'ailleurs, que... l'Union soviétique avait été contrainte de se retirer d'Afghanistan. C'était parce qu'il y avait des réactions populaires. Quand on voit ces chiffres, on se dit quand même que ça va poser un vrai problème à la Russie le jour en fait où cette guerre va s'arrêter. Et c'est peut-être pour ça qu'elle dure d'ailleurs et que Vladimir Poutine veut la faire durer. En fait, c'est ce que disait le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées françaises, qui était auditionné la semaine dernière à l'Assemblée nationale et qui disait que ça va poser de véritables problèmes sociétaux à la Russie. Quand en effet, cette manne que l'on voit ruisseler et qui permet d'alimenter les finances de quantité de familles russes va être stoppée parce que évidemment tout à coup les salaires vont retomber au niveau initiaux, donc ça va créer des tensions au sein de la société russe et donc tout ça ne fait qu'encourager Vladimir Poutine à s'inscrire dans une guerre longue. Oui, c'est ça, c'est une bulle qui... C'est-à-dire qu'effectivement l'intérêt de Poutine c'est que cette guerre continue, ne serait-ce que pour éviter cette espèce de redescente sur terre. On voyait cette somme de
de 52 000 euros. Alors déjà, pour des Français, c'est beaucoup, mais si on faisait la comparaison avec ce qu'est le salaire moyen en France, ça représenterait 16 000 euros net par mois. Vous vous rendez compte de ce que, donc c'est colossal. C'est colossal, voilà, compte tenu du pouvoir d'achat des Russes qui est évidemment inférieur au nôtre. Et c'est vrai que tout ça crée une espèce de bulle. Et le propre des bulles spéculatives, c'est valable sur les marchés financiers, mais aussi pour une économie, c'est que quand on en sort, quand on fait le sevrage du système, le retour sur terre est douloureux, et ça peut être une raison pour Poutine de continuer à faire cette guerre. Et c'est pour ça qu'il continue d'aller de plus en plus vite, et également sur la production d'armes. Il va plus vite que ce qu'on aurait imaginé. On va voir ce que dit Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, dans le New York Times. La Russie qui se reconstitue à un rythme et à une vitesse sans précédent dans l'histoire récente, dit-il. Elle produit désormais 3 fois plus de munitions en 3 mois que l'ensemble de l'OTAN en un an. C'est intenable, mais les Russes collaborent avec les Nord-Coréens, les Chinois, les Iraniens, les Mollahs dans cette guerre d'agression gratuite contre l'Ukraine. Michel Goya. Oui, alors là, il parle des munitions spécifiquement. Oui. Les Russes doivent fabriquer peut-être entre 3 et 4 millions d'obus, ce qui est déjà insuffisant pour les besoins d'une guerre à haute intensité, à grande échelle, comme celle qui est en Ukraine. En 2022, ils en avaient utilisé 11 millions, par exemple. Bon, à titre de comparaison, nous, notre objectif, c'est de fabriquer 80 000 obus de 155 mm en 2026, je crois. C'est infinitésimal, là. Mais complètement. Mais on se vante de fabriquer maintenant, je ne sais plus combien, 5-6 canons César par mois. Les Russes en Ukraine en 2022, ils avaient 2500 canons sur place, là, pour situer les ordres de grandeur. Donc nous ne sommes pas taillés, nous ne sommes pas organisés, et nous ne sommes toujours pas organisés pour mener une guerre de grande ampleur, à grande échelle, sur la longue durée. Eux l'étaient déjà avant de commencer la guerre, et maintenant ils le sont, ils le sont encore plus. Donc oui, mais comme je disais tout à l'heure, les productions d'obus, c'est même pas suffisant. Donc heureusement qu'il y a les Coréens qui rajoutent des millions d'obus. Au passage, la Corée du Nord, c'est le PIB du département de l'Isère, et c'est un véritable arsenal mondial. C'est un arsenal pour la Russie, c'est un des exportateurs fantômes de missiles balistiques dans le monde. Enfin, c'est quand vous avez des pays qui se consacrent uniquement à ça, oui, vous avez des forces qui sont absolument gigantesques, qui peuvent être mises sur le champ de bataille. Et donc du coup, en fait, quand on parle de l'OTAN, en fait, on pense à l'après-Ukraine. On se dit, voilà, la guerre s'arrête, ça s'arrête demain. Oui. On se trouve avec une armée russe qui sera aguerrie, qui sera renforcée, qui continuera à recruter, qui continuera à se renforcer, qui sera bien équipée, qui sera mieux en mieux équipée. Alors il y aura moins de chars qu'en réalité en 2022, mais elle se sera transformée, et elle constituera une menace très forte, militaire très forte pour nous. Elle sera comparativement plus menaçante après la guerre en Ukraine qu'elle ne l'était avant. D'où cette... en fait, ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, on a l'impression qu'il ne veut pas s'arrêter. Son économie tient sur la guerre, et c'est vrai que c'est ce qui inquiète l'OTAN. C'est pour ça qu'on voit Mark Rutte, le secrétaire général, ne cesser d'annoncer ces chiffres. Et d'alerter, oui. Pour essayer de réveiller, en fait, les opinions publiques, réveiller les gouvernements, en disant, en effet, une fois la guerre terminée, est-ce que la Russie qui sera surarmée, qui aura besoin encore de continuer dans cette économie de guerre pour alimenter la bulle dont on parlait, est-ce qu'à un moment ou à un autre, elle aura envie de tester les limites de l'OTAN ? Et d'aller donc en fait, plus loin. C'est ça, c'est la question qui se pose, pas en envoyant forcément ses chars, mais en testant la solidité des alliances, notamment évidemment l'article 5 de la charte de l'OTAN, qui pourrait à un moment peut-être être testé pour voir la réaction en fait des alliés de... Oui, si un pays est attaqué, tous les autres doivent venir en soutien. C'est ce qu'on dit beaucoup en plateau, mais si un pays balte demain, enfin une fois peut-être plus la guerre en Ukraine terminée, était comme ça testé par la Russie, quelle serait la réaction aussi politique des États membres de l'Alliance? Sylvie Berman, un chiffre, c'est Andrei Klepache, l'économiste russe, qui le dit, avec des dépenses dans la défense représentant plus de 8% du PIB avant l'opération, contre 5% avant l'opération militaire spéciale en Ukraine. Donc on est passé de 5% à 8%, quand nous on est péniblement à 2. À 2.
À 2 tout court. Oui, 2 tout court. Oui, je voulais 2, quelque chose, mais non. C'est 2 plus quelque chose si on compte par exemple les pensions, les retraites. Si on inclut les retraites dans les dépenses. C'est 4 fois plus finalement. Non, bien sûr, mais d'abord, avant la guerre, je pense que en fait, Vladimir Poutine ne voulait pas faire une guerre. Il voulait une opération militaire spéciale, brève, rapide. Il voulait éliminer Zelensky et il pensait que la population, et en particulier l'armée, auprès de qui Zelensky à l'époque était impopulaire, se serait ralliée. Donc ça, c'est un échec. Donc il est monté peu à peu, effectivement, dans une véritable guerre, même si le terme n'est pas repris. Donc eux, c'est clair. Hein, et d'ailleurs, il a nommé un ministre de la Défense qui est un économiste. Ce n'est pas du tout par hasard. Et l'OTAN, on a raté le coche, hein, d'une certaine manière. On a mis du temps à se réarmer. Moi, je me souviens, j'étais aussi au sommet de Cardiff en 2014, où il avait été décidé de monter à 2%. Et en fait, les États ont mis 10 ans pour y arriver. Et certains, comme l'Espagne, par exemple, n'y sont pas arrivés. Donc les 5%... On a raison, encore une fois, de se réarmer. Ah oui, lapsus, attention, de se réarmer. De se réarmer et d'avoir une dissuasion conventionnelle, mais ça risque de prendre du temps, ça sera difficile avec certains États. Donc Vladimir Poutine se sent conforté, puisqu'il se dit, pour le moment, les Américains n'insistent pas, il n'y a pas de sanctions américaines. Alors on va y revenir. D'accord. Et donc, et il sait que les Européens ne font pas le poids. Oui, c'est vrai que les Russes ont en quelque sorte réveillé l'OTAN et en particulier les pays européens de l'Alliance, d'autant que Donald Trump laisse planer les incertitudes sur le maintien de l'aide américaine et du parapluie américain en Europe. Mais pour autant, le danger, il n'est pas immédiat, parce que évidemment, les Russes dépensent beaucoup plus que nous en armement, mais eux, ils font la guerre et pas nous. Donc forcément, ils ont des besoins qui sont pas les nôtres. Et comme le rappelait Michel Goya, ils produisent même pas encore assez d'armes pour réussir à maintenir leur guerre. Et cette guerre, c'est pas une guerre où ils envahissent l'Europe. Ça fait des mois qu'ils n'arrivent plus à avancer. Donc on peut dire que c'est vrai, ils produisent beaucoup d'armes, mais ils en consomment aussi énormément, et pour un gain militaire qui est assez faible. Donc c'est sans doute pour ça que M. Rutte, malgré ses déclarations alarmistes, n'entraîne pas une mobilisation générale. Mais regardez quand même ce que dit Mark Rutte, toujours le secrétaire général de l'OTAN. Ne soyons pas naïfs. Si Xi Jinping attaquait Taïwan, il commencerait par appeler son partenaire Vladimir Poutine pour lui dire « Je vais faire ça et j'ai besoin que vous les occupiez en Europe en attaquant le territoire de l'OTAN ». C'est un petit peu le scénario... C'est un... Ce serait certainement l'inverse. Hein. Oui. C'est-à-dire que ça fait rire Sylvie, qui a été ambassadeur et à Pékin et à Moscou. D'abord, je ne pense pas que Poutine accepterait de recevoir des ordres de Xi ou de quiconque d'ailleurs. Oui. Et en revanche, oui, s'il y avait d'un seul coup une guerre du côté de Taïwan, peut-être que la Russie se dirait tiens, oui, c'est le moment d'en profiter. Les Américains sont largement occupés ailleurs. Ils ne réagiront pas en Europe. Et donc là, c'est open bar, en avant. Donc il pourrait saisir effectivement cette occasion, très clairement. Sylvie Bermann ? Oui, en tout cas, c'est pas Xi Jinping qui va appeler Poutine en lui disant occupe-les en Europe. Ça n'a pas de sens. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer à Taïwan. Tout est possible aujourd'hui, même si aussi bien les Chinois, les Taïwanais, que les Taïwanais l'excluaient avant la guerre en Ukraine, mais là maintenant on est dans des incertitudes stratégiques, mais en tout cas c'est pas comme ça que ça va se passer. En effet, les Chinois de toute manière ont dû recevoir 5 sur 5 la démonstration de force américaine sur l'Iran, qui est quand même une volonté aussi d'afficher sa capacité militaire, et c'est une forme finalement de dissuasion et un message très clair qu'a voulu envoyer Trump aussi au président chinois dans la perspective justement d'une guerre sur Taïwan. Et puis juste un dernier mot, mais Rutte quand même lie en fait finalement le conflit en Europe et l'Indo-Pacifique. Et ça, c'est exactement ce que veulent faire les Américains en disant que finalement, l'OTAN ne doit pas seulement être l'alliance atlantique, c'est-à-dire une alliance militaire sur le territoire européen, mais doit s'occuper de la menace qui monte, la menace chinoise. C'était déjà ce qu'on avait vu dans le précédent sommet de l'OTAN à Washington il y a un an, où finalement, dans le communiqué final, la menace chinoise était écrite noir sur blanc, mais on sent que vraiment les Américains veulent entraîner notamment les Européens dans une alliance atlantique
Atlantique qui ne serait plus que européenne, mais qui se mêlerait aussi de l'Indo-Pacifique. Et finalement, on voit avec cette déclaration que Mark Rutte va vraiment dans le sens de Donald Trump, comme on l'a vu d'ailleurs dans le dernier sommet de l'OTAN. Alors sur ces accusations d'une attaque éventuelle un jour contre un pays européen, voilà ce que répond Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Nous sommes conscients de ces allégations, ceux qui les propagent en savent peut-être plus que nous sur les prétendus projets de la Russie. Là aussi, ça vous fait sourire, Sylvie Bermann? Oui, parce que de toute façon, Sergueï Lavrov est toujours dans la dénégation, donc ce n'est pas surprenant qu'il dise ça. Il le traite face aux Russes avec une certaine forme d'humour. C'est quelqu'un qui n'était pas probablement, d'après les informations, en faveur de cette guerre ou de cette opération militaire spéciale. Simplement, en tant que ministre des Affaires étrangères, il n'a pas le choix que de... Il n'a pas le choix, et de toute façon, il en rajoute parce qu'il tient des propos extrêmement brutaux, alors que ce n'était pas un anti-occidental dans le passé. Il aimait même beaucoup les États-Unis. Guillaume Roquette, sur cette guerre longue, on est prêt à la vivre, nous, Européens. On sait que depuis 3 ans, on se focalise sur ce qui se passe en Ukraine, on constate nos faiblesses, on constate nos failles. Non, aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts pour la guerre, et en tout cas, pas pour une guerre avec un affrontement direct comme celui que les Ukrainiens ont à subir avec l'invasion russe, parce que nous avons on l'a dit dans cette émission, nous avons des niveaux d'armement qui sont absolument pas dimensionnés pour ça. Parce que l'idée d'une guerre conventionnelle, c'est-à-dire avec de l'infanterie, des chars, de l'artillerie en Europe, tout ça, c'était absolument pas concevable. Pour autant, c'est pas très grave, à mon avis, parce que ça n'est pas pour demain. La menace russe, elle est réelle, mais elle n'est pas immédiate. Et donc, ce qui est en train de se passer est relativement vertueux. C'est-à-dire que les Européens sont en train de prendre conscience qu'il va falloir qu'ils dépensent plus d'argent pour leur défense. L'état d'esprit des opinions publiques change. Regardez les Allemands, dont on disait qu'ils étaient pacifistes, aujourd'hui, ils veulent avoir l'arme nucléaire. Donc, il y a un état d'esprit qui est en train de changer, et ça va prendre du temps. Ce qu'il faut, c'est que ça ne reste pas uniquement des discours. Mais je pense que on a quelques années devant nous, ne serait-ce qu'à cause de l'héroïsme des Ukrainiens qui, malgré leurs pertes très lourdes, arrivent à contenir l'offensive russe. Mais c'est ça qui est terrible, c'est précisément pour les Ukrainiens qui, eux, voient cette guerre qui va s'enliser. Il est certain que c'est notre premier front de défense, même pour nous, pour l'OTAN. Le problème de la mobilisation sur l'armement européen, ce sont les lignes de crédit budgétaire, la marge de manœuvre budgétaire que nous n'avons pas. Alors l'Allemagne, à ce niveau-là, a évidemment un temps d'avance parce qu'elle peut aujourd'hui s'endetter. La France, c'est quand même une autre histoire. Et quand on nous dit qu'il faut monter à 5% du PIB pour la défense, ce sont des sommes qui sont absolument colossales. Alors, encore une fois, on n'en est que pour l'instant à 2%. Sylvie Bermann, je vous donne la parole. Dans un instant, on se retrouve. On verra qui pourra arrêter cette machine de guerre. En tout cas, visiblement, pas Donald Trump. Pas tout de suite. La suite du grand dossier toujours consacré à Vladimir Poutine, la machine de guerre russe, qui pourra l'arrêter? Jusqu'où ira Vladimir Poutine? En tout cas, Donald Trump voulait mettre fin au conflit en 3 mois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est raté, puisque Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche en janvier. Le coup de fil entre les deux hommes la semaine dernière a fait pchit. Écoutez le président américain. Je vous ai dit que j'étais très mécontent de ma conversation avec le président Poutine. Il veut aller jusqu'au bout, juste continuer de tuer des gens. Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. J'étais très mécontent. Voilà, très mécontent de Vladimir Poutine et très content de Volodymyr Zelensky. Vous avez dit que vous aviez eu un appel stratégique avec Zelensky. De quelle stratégie parlez-vous ? J'ai trouvé que c'était un bon appel. Il a été frappé très durement, comme je l'avais dit. Il a été très durement touché. Et j'ai été très déçu de mon appel avec le président Poutine. J'ai été très déçu. Magali. On a envie de dire, et donc qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il est très mécontent? Ça fait 2 fois, en effet, que Donald Trump le dit, mais quelles conséquences est-ce qu'il en tire? Est-ce qu'il en tire la conséquence qu'il faut
armer l'Ukraine, sanctionner la Russie. C'est l'inverse qui se produit dans les actes pour l'instant. A priori, on est plutôt sur une forme de désengagement des Américains et d'un désengagement progressif, d'une suspension progressive des livraisons d'armes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que manifestement, c'est vrai que le coup de fil entre Zelensky et Trump, qui a fait suite au coup de téléphone Trump-Poutine, c'est plutôt bien passé. C'est en tous les cas comme ça que l'a expliqué Volodymyr Zelensky lui-même, s'adressant ensuite aux Ukrainiens, parce que vous savez que ce que réclame en priorité et en urgence absolue Zelensky à Trump, c'est de la défense antiaérienne pour protéger les villes, parce qu'en effet, les frappes quand même sont de plus en plus violentes et puis elles sont incessantes. Ça devient très très dur de tenir. Donc c'est vrai que Trump avait annoncé, enfin le Pentagone avait annoncé la suspension de ces intercepteurs de missiles. Et manifestement, Zelensky, en essayant de passer par l'Allemagne, qui pourrait fournir ses patriotes à l'Ukraine, pourrait peut-être trouver une solution, en tous les cas un petit peu provisoire, on a envie de dire, mais pour parer à cette urgence, c'est-à-dire de protéger le ciel ukrainien. C'est peut-être pour ça que Donald Trump fait cette sortie en disant finalement ça s'est bien passé avec Zelensky, peut-être qu'ils ont trouvé un terrain d'accord sur la livraison de certaines batteries de missiles patriotes. Michel Goya, il y a urgence là, en tout cas pour les Ukrainiens. Oui, bien sûr. Comme l'expliquait Magali, la pression est maximale. Maintenant, au passage, on notera d'ailleurs l'absurdité de la part de Vladimir Poutine d'attaquer toujours des villes comme ça. Si vous voulez vous rendre impopulaire, si vous voulez casser toute possibilité d'accord, de dialogue, vous attaquez les villes. Alors peut-être qu'effectivement, il n'est pas tellement sur le chemin du dialogue, là. Non, mais je vais dire autrement. Si vous voulez avoir les bonnes grâces de Donald Trump pour peut-être autre chose, simplement, que l'Ukraine. Donc vous faites autre chose. Mais visiblement, Poutine n'a pas bougé dans l'iota. Ça fait 3-4 mois que les négociations ont augmenté. Ils se sont téléphonés, Trump a téléphoné 6 fois à Poutine, ou inversement. Son envoyé Witkoff a fait je ne sais pas combien de voyages à Moscou. Quel est le bilan ? Rien, c'est-à-dire zéro. Des échanges de prisonniers, c'est tout. Oui, mais c'était déjà des trucs qui se faisaient par le passé. Oui, effectivement, il y a eu un arrêt des bombardements d'infrastructures énergétiques par la Russie pendant quelques jours. Ça reste vraiment à la marge. Mais complètement. Donc pour l'instant, le bilan il est quand même extrêmement réduit, extrêmement modeste. Mais ce qui m'inquiète, c'est que Donald Trump a obtenu des succès par ailleurs. Succès diplomatique entre la RDC, le Rwanda, ou le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Alors, succès peut-être à court terme, peut-être un peu factice, mais succès réel. Il a un succès intérieur. En tout cas, il a pesé, etc. Donc la tentation, c'est peut-être pour le dire, bon, écoutez, voilà, ça y est, j'ai enfin mes succès. J'ai peut-être mes points pour le prix Nobel de la paix. Donc l'Ukraine, ça m'ennuie, ça me gêne, et on va peut-être laisser tomber ce dossier qu'on n'arrive pas à résoudre. Sylvie Bernanan, dans le ton, on le sent très dur dans les mots avec Vladimir Poutine, plutôt tendre, si on peut dire comme ça, avec Volodymyr Zelensky, mais dans la réalité, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Oui, tout à fait. Je crois qu'il n'a pas abandonné l'idée de développer un partenariat avec la Russie. Donc là, il est effectivement mécontent parce qu'il espérait obtenir quelque chose de Vladimir Poutine. Lors des premiers coups de fil, Vladimir Poutine laissait entendre que peut-être il accepterait un cessez-le-feu, mais avec certaines conditions. Il y avait eu un cessez-le-feu partiel. Ensuite, il avait annoncé la reprise des négociations bilatérales avec l'Ukraine. Et là, lors de ce dernier appel téléphonique, Poutine a dû lui dire carrément moi je compte pas arrêter, j'ai des buts de guerre et je vais continuer jusqu'à ce qu'ils soient atteints. Et les principaux buts de guerre, c'est le Donbass d'abord, puisque ça a été le prétexte de lutter contre le soi-disant génocide ukrainien dans le Donbass. Sans doute, enfin en tout cas les deux autres régions de Kherson et de Zaporijia, sauf que ça va prendre beaucoup plus
plus de temps et que ça voudrait dire une guerre incessante. Maintenant, ça ne veut pas dire que Donald Trump va adopter des sanctions qui, en plus, ou donner l'aval aux sanctions du Sénat, des sanctions qui sont compliquées parce que c'est aussi 500% de droits de douane sur les transactions pétrolières avec la Chine et la Russie. La Chine ne va peut-être pas se laisser faire comme ça. Et pendant ce temps, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, plaide toujours pour un cessez-le-feu. Écoutez. Nous voulons que Vladimir Poutine consente enfin à un cessez-le-feu, puisque nous constatons que depuis que le président Trump a proposé un cessez-le-feu de 30 jours, permettant que débutent des négociations menant à la paix, proposition que l'Ukraine a acceptée, proposition que nous soutenons, que les Européens soutiennent, les frappes de la Russie sur l'Ukraine ont été multipliées par 5. Ça ne peut plus durer, cela doit cesser. Alors peut-être un constat d'impuissance de Donald Trump, mais chez les Européens, c'est vraiment une forte impuissance, Guillaume. Oui, parce que Jean-Noël Barrot peut toujours répéter ce qu'il veut, il peut toujours répéter que les frappes doivent cesser, mais quel est notre moyen d'action ? Nous n'en avons aucun. Je crains malheureusement que ce genre de déclaration soit contre-productif parce qu'elles ne font que souligner le fossé abyssal entre le volontarisme affiché par les Européens, et notamment Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères, et le poids réel que nous avons. Si même Trump n'arrive pas à faire plier Poutine, comment peut-on imaginer que les Européens y arrivent ? Alors Jean-Noël Barrot dit, oui, mais il y a les sanctions. C'est vrai, il y a un nouveau train de sanctions. Mais c'est quoi, le 10e, le 15e ? Non, on est à 18 ou 19. Ben voilà, le 19e. Donc pourquoi celui-ci serait-il déterminant alors que les précédents n'ont pas marché ? Je pense que malheureusement, il y a là la recherche un peu désespérée des Européens de trouver une issue, un passage, un chemin qui soit forcément diplomatique, parce qu'on ne va pas s'engager dans cette guerre et que pour l'instant, on ne le trouve pas. Les Ukrainiens donc, qui doivent faire sans l'aide américaine, les États-Unis, on le voit dans le Wall Street Journal, Magali, ont besoin de plusieurs années pour reconstituer les équipements militaires fournis à Kiev. C'est ça qui explique en partie l'arrêt des aides ? C'est en tous les cas comme ça que l'a expliqué le Pentagone, en disant qu'en effet, il y avait un problème de stock pour l'armée américaine et donc qu'aujourd'hui, il ne pouvait plus continuer de les vider parce que dans cette administration Trump, il faut bien comprendre que la priorité ne sera pas l'Ukraine, qui est vue comme un conflit entre Européens, mais la priorité sera donnée au Moyen-Orient, la priorité sera donnée à l'Asie-Pacifique et c'est ce qu'annonce finalement aujourd'hui le Pentagone. C'est pour ça que c'est si difficile pour Zelensky et les Européens de ramener Trump à bord.